Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal d'RJ. On est le 4 mars. On est dans un nouveau monde, un monde de tarifs et de droits de douane. À moins d'un changement, les tarifs sont en application à partir d'aujourd'hui. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche devant nous. Je regarde évidemment les indices boursiers. C'est toujours une bonne manière de commencer. On voit cette volatilité. Bon, aujourd'hui, plus les tarifs sont annoncés, plus on a l'impression qu'ils vont rester et s'appliquer. Bon, on a une pression négative sur la bourse, le Wall Street, j'ai le S&P 500 qui est à la baisse. Actuellement, d'un autre demi, presque 1%. Là, on va voir si ça va s'accélérer ou ça va faire comme qu'on a connu puis remonter à un moment donné. Prudence, 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 je le dirai jamais assez souvent. Malgré tout, tu sais, depuis 6 derniers mois, l'élection c'était ici. On voit que l'effet des élections est essentiellement disparu. Cette croissance économique, on parlait de l'économie américaine, elle est résiliente et tout et tout. Ben là, force de constater que retour à la case départ, on est plus dans un mode de chicane qui ralentit évidemment la confiance des consommateurs, la confiance des investisseurs. Donc, on a une réponse un peu cohérente des marchés financiers avec toute cette incertitude, ces risques et cette zizanie. D'ailleurs, on voit l'impact que tu vas avoir sur le marché obligataire américain, hein, les taux d'intérêt, si on veut, sur le bon du Trésor 10 ans. Ce côté inflationniste des tarifs, on le voyait sur l'augmentation de la valeur du dollar américain, l'inflation, les taux d'intérêt, la résilience. Et là, on commence à dire, oups, peut-être qu'il y en a un petit peu trop. Et trop, c'est comme pas assez, hein. Quand je mets du sel dans ma sauce, c'est bon au début, hein, ça rajoute du goût. Mais quand j'en mets trop, ben là, ma sauce, elle est plus bonne pantoute. C'est un bon exemple, mais ça veut dire que finalement, les tarifs de 25 c'est beaucoup plus élevé. C'est appliqué contre des alliés des États-Unis. Donc, la croissance est vraiment mise en, en doute aujourd'hui. Et donc, le marché obligataire, les taux d'intérêt aux États-Unis réduit beaucoup. Ça explique pourquoi on a des devises contre le dollar américain qui s'apprécie aujourd'hui. Hein. L'indice du dollar américain, comme la plupart des indices, c'est un panier de plein de petites affaires. Il y a de l'euro, du British pound, il va y avoir du yen japonais, du dollar canadien. Je pense même qu'il y a de la couronne suédoise ou norvégienne, une des couronnes de la Scandinavie. Donc, dans ce panier, dans ce bouillon de devises, ben, si toutes les devises sont à la baisse, si le dollar américain, le dénominateur commun, faiblit, ben, c'est normal. Je pense qu'on a aussi cette indication-là sur le dollar canadien qui aujourd'hui monte un peu. Donc, on est dans cet environnement-là où, bon, peut-être calme avant la tempête parce qu'on voit qu'est-ce que les tarifs avaient causé comme incertitude sur l'économie canadienne et son dollar au début du mois de février. On est à 69,31. On n'est pas dans un contexte de panique encore. Donc, on se pose des questions. Est-ce que c'est ça qui nous pend au bout du nez ou le fait que le dollar américain est un peu en train ouais, je dirais pas s'effondrer, mais de reculer nettement, mais ça supporte le dollar canadien à court terme. Allons voir. La volatilité, le VIX, hein, on fait souvent référence au VIX, c'est l'indice de la peur. On voit que la volatilité, elle est très élevée à 24. Pour vous donner une indication, on a déjà connu plus. Dans le temps de la crise et de la COVID, c'est des indices qui ont facilement été en haut de 40, 50, 60. Je pense même 80, 90, c'est déjà arrivé. Je regarde un marché d'acier, hein, une pénurie possible avec les tarifs douaniers. Il va en manquer peut-être de l'acier aux États-Unis. Et ce qui est rare vaut cher. J'ai une surenchère pour l'approvisionnement dans l'acier actuellement sur les marchés boursiers. J'ai un peu la même philosophie sur le bois d'œuvre, quoique la courbe est beaucoup plus adoucie que celle de l'acier, mais on voit si on a des tarifs douaniers, si on a une pénurie, il va en manquer parce qu'on a besoin de ce stock-là aux États-Unis pour construire des maisons, fabriquer des pièces automobiles, par exemple. Donc, on a un petit peu plus de pénurie à ce niveau-là et les prix s'ajustent en conséquence.
Je pourrais continuer comme ça. Je me rends compte que j'ai dit ça, que le coton aux États-Unis qui est fortement exporté, ben peut-être que les Chinois vont dire, sais-tu quoi, mon chum, on n'en veut plus finalement de ce coton-là. Tu peux bien rester pogné avec. Donc, on a une baisse de quoi, 30 à 40 des prix du coton depuis de peu près un an. Donc, on a tout ce s'échiquier mondial-là où les États-Unis sont essentiellement en guerre tarifaire avec le Canada, le Mexique. La Chine, évidemment, bon, l'Europe, j'en passe peut-être, là, mais je pense que l'ensemble des marchés mondiaux sont affectés par cet environnement de protectionnisme. Je rentre un peu plus au niveau agricole, parce que là, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe qui est assez important. Je regardais au niveau la nouvelle secrétaire, le Rollins, qui annonce quand même beaucoup de fric finalement pour venir compenser ce qu'on appelle des downturns, donc des conditions moins favorables au niveau des prix. Donc, on parle d'un fonds d'à peu près 30 milliards de dollars qui serait disponible pour les fermiers américains. Même Donald Trump le dit, hein, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de vent de face, qu'on se dise peut-être que nos marchés d'exportation, on l'a vu avec le coton, on l'a vu avec le maïs, peut-être que nos marchés d'exportation vont finalement tomber de patates et on va avoir besoin de produire plus ou différemment pour chez nous, là, inside, pas outside des United States, donc inside. Donc, on va avoir un marché beaucoup plus domestique. L'impact de tout ça, c'est que si on perd l'exportation et qu'en même temps, on a des ressources financières à hauteur de 30 millions, je ne sais pas s'il parle de compensation, de subvention, parce que, bon, subvention, peut-être pas, parce que, mon Dieu, ça serait l'hécatombe de parler que des subventions, mais on maintient finalement une production, même si elle n'est pas rentable, on va en produire pareil et on va finalement compenser l'agriculteur américain. En faisant ça, on n'arrive plus à créer de rareté dans la production. On va continuer à produire, même si on produit à perte, c'est pas grave. Il y a de l'argent et des compensations qui s'en viennent. Donc, on va tomber dans une surproduction, dans des inventaires qui seraient peut-être de niveau excédentaire, en surplus. Et les surplus, mais naturellement, ben, ils font baisser les prix. C'est un peu l'idée derrière tout ça. Donc, je pense que ça crée beaucoup d'instabilité sur les marchés. Si on a de l'argent sous forme de subventions, on a une guerre commerciale qui est vraiment en train de s'implanter. Et donc, la réponse, quand même, elle est normale. Et ça s'ajoute à ça où des superficies qui nous ont été annoncées la semaine dernière. On s'attend à beaucoup de maïs ensemencé aux États-Unis. Et ça me fait penser justement là, à ce qu'on avait eu en 2019. Vous vous rappelez de la guerre commerciale avec la Chine? Les États-Unis avaient créé ce qu'on appelle le MFP, le Market Facilitation Program, qui était encore une fois des sous, hein, du fric qui était envoyé en compensation aux cultivateurs américains pour le maïs, le soya, le blé, le porc, le linoc. Donc, le cultivateur américain avait été quand même protégé et bien, ça avait permis d'assurer la production, sauf qu'elle se faisait à un prix, ma foi, beaucoup plus petit. OK? Donc, on se rappelle, c'était des milliards. Donc, on en a plus cette année. Ça avait été octroyé à 600 quelques mille fermes à l'intérieur des États-Unis. Donc, on voyait l'impact que ça a eu. Cette année, ben, si on prend, par exemple, qu'il va y avoir 94, possiblement plus millions d'acres de maïs, c'est un autre élément, hein. Plus de maïs, surplus, baisse de prix, encore une fois, ça va tout dans le même sens. Les spéculateurs, hein, les spéculateurs dans le maïs sont largement acheteurs encore des 300 quelques mille contrats d'achat. Donc, on voit qu'il y avait un marché très haussier. Et là, ben, on se doute que dans le contexte qui a changé avec les tarifs, l'exportation, les frics dans les coffres du gouvernement, ben, je pense que beaucoup de spéculateurs sont en train de lancer la serviette et vendre leur position. Mais naturellement, si j'ai beaucoup de vendeurs,
de moins en moins d'acheteurs, mais on va vendre à des prix de plus en plus faibles. Et ça l'explique pourquoi qu'on a un marché qui dégringole, ma foi. On est revenu à ce qu'on était à la fin de l'année 2024. Toute cette belle progression qu'on avait connue avec une augmentation de l'exportation, les rendements plus faibles, on crée un petit peu plus de pénurie. On passe de 2,4 milliards à 1,5, ça fait augmenter les prix. Mais bang! Back to square one, comme dirait l'autre. Même chose pour le soya, quoique la hausse a été moins importante. J'ai du blé aussi qui est à des niveaux relativement faibles, un des plus faibles même depuis un an. Le coton, encore une fois. Donc, on voit l'instabilité sur les marchés financiers directement là, au secteur des grains. On a des compensations, on produit plus, donc on produit pas possiblement trop. Les tarifs, la chaîne qui débarque, et voilà, ça se met à dégringoler. Fait que voilà pour aujourd'hui. On va voir comment ça va évoluer. Il est quand même juste 9 heures, puis on risque on risque d'avoir une journée avec bien du pain sur la planche. Alors voilà, mes amis, je vous dis bonne fin de journée. Bye.